Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci à vous qui êtes fidèles au programme de médias leaders Truth TV et Watt FM de lundi au vendredi. Comme je l'ai dit, vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage. Deuxième convocation de la semaine. Nous sommes également accessibles, vous le savez, en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo et je suis avec les juges au siège, fidèles au poste. Bernard Bougouma Joufrava, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, pour des raisons d'ordre public et suite à la destruction d'archives et de documents didactiques, le lycée Philippe Zenda Kaboré restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du 24 mai, hier donc. Donc, c'est le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Nous allons également nous intéresser à la situation au Mali. Vous le savez, le président de la transition et son premier ministre seraient entre les mains des militaires à Kati. En tout cas, deux sujets que nous allons décrypter avec le regard des juges, mais ça sera après la première partie, les avant-propos. Juge Bougouma, vous avez la parole. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le décès du juge Salifou Nebié. Ça fait pratiquement 7 ans. C'est toujours la même chanson. La justice suit son cours. Donc décédé un 24 mai. Et puis bon, en 2014, c'était au temps fort du combat contre l'article 37. Mai 2014 déjà, c'était à cette époque-là. Donc juge constitutionnel, donc retrouvé assassiné dans des conditions jusqu'à présent pas élucidées. Un autre juge, donc Théophile Nana, qui hérite du dossier et qui écrit d'ailleurs pour demander à être dessaisi du dossier parce qu'il était très proche du défunt. Donc il dit compte tenu de cette proximité, il demande à être dessaisi parce que sa proximité était réellement avérée, même parmi ses pairs. Donc, mais bon, qui va essuyer également une fin de non-recevoir par rapport au dossier. La hiérarchie lui a dit de continuer avec le dossier. Donc la suite, on la connaît. C'est également ce monsieur-là aussi qui est décédé de façon brutale. Donc une crise qui commence dans la nuit qui, entre le CIEMA du 30 et l'hôpital Yalagdo, où il devait être évacué parce que son état nécessitait une prise en charge à Yalagdo. Il n'a pas pu atteindre Yalagdo. C'est dans ces conditions également, jusqu'à présent en tout cas, pas très clair que ce dernier est décédé alors qu'il attendait, je pense que le lendemain, il devait avoir des éléments de conclusion liés au dossier Salifou Nebié par rapport aux enquêtes. Donc jusqu'à présent, c'est une affaire qui est demeurée. Mais Théophile, lui, il est décédé en 2015, c'était sous la transition que lui, il est décédé. Et donc, bon, là, c'était en décembre, dans la nuit du 2 au 3 décembre. Et puis bon, jusqu'à présent, le dossier, on n'a plus entendu, ça ne bouge pas. C'est lors de la fête d'anniversaire qu'il y a des sorties. Alors que le dossier aussi entre les mains de ceux qui jugent les gens, qui font les enquêtes. Je vais parler aussi de ces pairs magistrats. Donc il y a aussi leur responsabilité parce que bon, en même temps, les uns et les autres regardent le tribunal de grande instance, regardent l'appareil judiciaire, comme j'allais dit, qui a en tout cas la force légale avec lui, donc l'appareil pour pouvoir faire ce travail. Donc qu'est-ce qui se passe? Sinon, pour le Théophile Nana aussi, il est décédé dans des conditions suffisamment troubles. Le journal, le Reporter, plus d'autres médias d'investigation avaient fait des enquêtes là-dessus et avaient trouvé que bon, il y a des éléments qui ne collent pas. Est-ce que c'est en lien avec le dossier parce qu'il devait recevoir des pièces à conviction? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi depuis qu'il est décédé, le dossier, on n'en parle plus, il tourne au ralenti. Donc c'est autant de pourquoi. Mais bon, c'est une date d'anniversaire qui a été aussi marquée hier parce qu'en son temps, ça a aussi secoué les milieux judiciaires, mais aussi même les milieux politiques, parce que le Gotha des hommes politiques burkinabés était retrouvé lors des obsèques. Et puis bon, l'ambiance n'était pas aussi ça, parce que entre ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui étaient à l'opposition en son temps, mais qui étaient amis et proches du défunt, se sont retrouvés au-dessus de sa dépouille pour l'enterrement. Mais bref, 7 ans après, c'est la justice qui a toujours réclamé pour le juge Salifou Nebié. Merci, juge Bougouma. Juge Vaha.
Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner le Nigeria avec le fameux Chakao qui est donné pour mort par la presse nigériane, et les informations en tout cas fusent de toutes parts, et selon ces informations-là, il aurait reçu une balle à la poitrine. Bon, il faudrait qu'il y a plusieurs, en la matière, plusieurs histoires qui sont racontées. C'est pour cela que l'armée elle-même se veut prudente, elle n'a encore pas communiqué là-dessus, encore moins le gouvernement. Donc, selon certaines informations, il y a eu donc des affrontements entre groupes terroristes, il faut le préciser, donc celui de Chakao, à savoir Boko Haram, et puis l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP comme on l'appelle, et lors de ces affrontements-là, Chakao et ses hommes se retrouvant en minorité, et Chakao, lui, ne voulant pas venir aux mains de l'ennemi, aurait décidé de se tirer une balle dans la poitrine. D'autres disent qu'il se serait retiré avec ses hommes dans une maison qu'il avait tenté de faire sauter, donc il a été grièvement blessé. Dans tous les cas, les deux faits qui sont racontés, je dirais même pas des faits, les deux histoires qui sont racontées en tout cas, le donnent pour presque mort, ou mort selon certains. Mais on attend toujours d'avoir des informations plus pertinentes là-dessus et plus recoupées, et puis peut-être plus proche de la réalité, parce qu'en la matière c'est souvent difficile. Maintenant, est-ce que ça augure de bonnes choses pour le Nigeria? Certains pourraient penser que bon, puisque c'est un symbole quand même du terrorisme nigérian qui part, c'est plein donc d'enseignements, et ça pourrait peut-être avoir un impact, mais n'oublions pas que ce n'est pas du fait de l'armée qui, si d'aventure la mort elle est vraie, ce n'est pas du fait de l'action de l'armée, c'est plutôt de groupes terroristes entre eux qui se sont neutralisés, ou qui se sont affrontés. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a un autre État islamique, donc Afrique de l'Ouest, qui est en train de gagner en force, puisque c'est deux forces qui sont en train sur le terrain de rivaliser. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Nigeria en soi. Et puis n'oublions pas aussi que lorsqu'on parle de Boko Haram, né en 2009 en gros, ils ont fait partie de l'État islamique Afrique de l'Ouest, ISWAP comme on dit, et ils en ont fait partie, et en 2016, Chakao a été exclu. Pourquoi? Tenez-vous bien, pour extrémisme. Bon, si l'État islamique même l'exclut pour extrémisme, vous voyez un peu comment l'homme lui-même il est. Et donc depuis, il y a eu déjà plusieurs affrontements sur le terrain entre ces forces-là, mais les dernières donnent Chakao pour grièvement blessé ou mort. Mais en même temps aussi du côté de l'armée, je pense que c'était vendredi dernier, il y a le chef d'état-major des armées qui lui a, je pense, est tombé dans un accident. C'est un accident, c'est le général Ibrahim Ataïri qui est le chef de l'armée, donc il est mort dans un crash d'avion. C'est un coup aussi, quoi qu'on dise, pour l'armée, parce que c'est l'une des têtes pensantes parlant de stratégie et d'offensive et d'offre face au terrorisme au Nigeria. Et le problème, c'est que quand on parle du Nigeria, c'est pas aussi le premier accident, le premier crash d'avion qu'on a au niveau de l'armée. Il y en a eu un autre, je pense que c'était en janvier, voilà. Et c'est souvent des dysfonctionnements, parce qu'on parle quelquefois de matériel vétuste et tout. Donc c'est la réalité aussi de cette armée-là. Et je vais m'arrêter sur ces événements-là qui se passent au Nigeria, et puis avoir une pensée pour ce pays-là qui fait face en interne à un terrorisme aussi qui est à la fois violent et têtu, parce que difficile de le bouter. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et premier sujet retenu pour cette convocation, je l'ai dit, le Conseil des ministres a décidé de la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Cette décision fait suite à la crise née des réformes en cours, en tout cas dans le milieu éducatif, et également suite aux événements enregistrés le 17 mai dernier au lycée Philippe Zenda Kaboré. Juge Bougma, déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est une décision qui s'impose? Bon, de fait, j'allais dire de fait parce que le ministre d'ailleurs l'a dit à l'émission, il a répété à plusieurs reprises, dès lors que le proviseur, comme on appelle ça, l'administration était totalement saccagée. Pour le moment, le Zenda n'a pas de mémoire. Bon, mais je ne peux pas être très affirmatif parce qu'en matière d'archivage, il y a toujours d'autres endroits en dehors même des serveurs. Bon, parce que la technologie a évolué. Donc, mais je parle avec prudence par rapport à la mémoire du Zenda. Mais il y a une partie quand même qui doit être reconstituée. Donc, il y a cette affaire-là qui est là. Mais
Le ministre également fait cas de près de 300 tablements qui ont été totalement cassés, donc qui ont été saccagés. Et donc il dit de fait le Zenda est fermé. Donc ce qui a été fait hier, c'est acté de façon certainement officielle cette fermeture, parce qu'il disait que jusqu'à preuve du contraire, ce n'était pas officiellement fermé, mais fermé de fait. Parce que dès lors qu'il y a eu la violence, l'administration a fermé, et puis donc il y en a aussi qui craignent pour leur sécurité. Donc il y a ces conditions qui faisaient que de fait le Zenda était fermé. J'ai dit c'est une suite logique de ce qui s'est passé, parce que si c'est fermé de fait, il va acter ça officiellement. Soit vous ne fermez pas, ou vous fermez, mais ne pas rester dans le statu quo, parce qu'il y a des élèves dont certainement les classes n'ont pas été touchées. Il y a des enseignants aussi qui sont déterminés aussi à faire cours par amour ou pour ce qu'ils ont eu, mais en pensant à des élèves qui sont en classe d'examen, mais qui ont besoin aussi de boucler leur année. Donc il y a toutes ces considérations mises ensemble, mais on ne devrait pas pouvoir rester dans une situation de statu quo. C'était de fermer officiellement, ou bien c'était de créer les conditions d'une ouverture. Donc le gouvernement a fait le choix de la fermeture officielle, c'est son choix, mais quoi qu'il en soit, chaque choix comporte en lui-même des avantages et des inconvénients. D'accord. Alors, on l'a dit, c'est l'une des décisions fortes du Conseil des ministres d'hier, et à travers la prise de cette décision, certainement que le gouvernement veut donner un message fort dans cette crise-là, avec ce qu'on a connu comme événement au lycée Philippe Zenda Kaboré, on l'a rappelé tantôt. Est-ce que cette décision, à elle seule, suffirait à faire baisser la pression, juge Var? Bon, je pense que c'est la suite qui nous le dira, parce qu'en la matière, on a vu que on ne peut pas être divin ou penser que l'analyse seule suffirait à prédire certaines choses, parce que ce sont des jeunes, des enfants qui ont des sensibilités qui sont très différentes, et puis qui plus est aussi, il y a beaucoup d'autres enjeux derrière qu'on ne maîtrise pas, et donc quelquefois les sorties, vous êtes même surpris. Je pense qu'on a reçu l'UNAPSB hier, et leur témoignage finit d'ailleurs par nous convaincre sur ce chapitre-là. Ils les ont reçus la veille des risques qu'on a eu sur la fameuse place des Zenda. À chaque fois que je cherche le nom, je n'en reviens pas. Le rond-point des Nations Unies. Donc, juste la veille, ils avaient promis qu'ils ne sortiraient pas, mais le lendemain, il y a eu une sortie aussi dure, comme on l'a vu, donc dans Ouagadougou. Donc, en la matière, c'est difficile de prédire. Maintenant, est-ce que la fermeture des Zenda n'aura pas chez certains une lecture tout autre qui va courroucer, obliger encore à d'autres sorties, parce que si c'est pas le Zenda qui est sorti parce que fermé, il peut y avoir d'autres établissements qui peuvent sortir. Donc je dis on ne peut pas dans cette atmosphère là se dire qu'est-ce qui va arriver. Mais il y a un mot qui pour moi peut-être pourrait faire réfléchir à deux fois, lorsque le porte-parole du gouvernement dit que sur ce chapitre là, la fermeté sera de rigueur. Donc je pense qu'il n'y a pas de mots voilés, hein. Ça veut dire que s'ils sortent, ils savent un peu à quoi s'en tenir, ou qu'est-ce qu'ils auront en face. Donc peut-être cela peut avoir le mérite de dissuader. C'est vraiment ce que je peux dire. Mais pour l'instant, le premier sujet même sur lequel je voulais revenir, moi, c'est que on a eu 2 semaines quand même sans Conseil des ministres. Ça, c'est une réalité aussi. Je sais que il y a beaucoup de quotidiens qui l'avaient écrit à un moment donné. Sous Rock, on a vu beaucoup le président, et donc on a vu beaucoup de conseils des ministres se tenir, ne pas se tenir quelquefois une semaine, ou des jours qui changent, ou un certain nombre d'éléments à ne pas comprendre. Je pense qu'il y avait eu un écrit là-dessus qui était quand même assez pertinent. Bon, les 2 semaines, il y avait un conseil des ministres. Quand on regarde au fond, on avait discuté avec certains ministres parce que tout le monde pensait que la fête musulmane serait un mercredi, ou je sais pas, un jeudi le lendemain, je ne sais plus. Mais c'était conditionné par la fête en tout cas, parce qu'il y a beaucoup qui devaient aller dans leur localité et tout. Bon, ça sera difficile de me convaincre que ce n'est pas par rapport à cette fête-là que le Conseil des ministres n'a pas eu lieu. Et la semaine d'après aussi, c'est le président, je pense, qui était en voyage et tout. Bon, pour la vie de la nation, il y a des moments qui sont quand même pour moi, des rendez-vous qui sont quand même assez forts et qui sont attendus. Et pour le principe, je pense que c'est des événements qui devraient se tenir. Mais quoique,
On a eu le conseil des ministres d'hier et puis on s'étale donc sur son contenu. Et vous parliez des Zenda, je pense que ça n'est que naturel de par le constat d'abord. On a reçu le ministre qui nous a dit le nombre de tables-banques qui ont été détruits. L'administration aussi, ce qu'elle a enregistré comme dommage. Donc, de fait, Zenda ne pouvait pas rouvrir, en tout cas immédiatement. Maintenant, je pensais que ce qui allait venir après, est-ce qu'il aurait prononcé une fermeture punitive? Mais quand vous regardez, ça n'a rien de punitif. Il y a deux éléments qui sont invoqués pour fermeture. C'est, je vais retrouver ça, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le trouble à l'ordre public, non? Voilà. Et je vais retrouver les mots qui sont fermés pour raison d'ordre public, mais aussi pour des raisons pratiques. Je pense que les raisons pratiques, c'est les tables bancs et le matériel détruit, les ampoules qui ne fonctionnent plus. Ça, c'est les raisons pratiques. Maintenant, raison d'ordre public, on se dit aussi qu'il faut prévenir, parce que rouvrir Zenda, est-ce que on ne va pas retomber encore dans les mêmes problèmes qu'on a vu récemment et tout. Donc pour moi, je ne vois pas trop forcément une décision punitive. On s'est dit bon, écoute, comme c'est eux qui sont sortis, on va fermer, on va leur donner la leçon ou quoi que ce soit. Bon, certains pourraient faire cette lecture, mais moi, au regard des raisons qui sont données, ce n'est pas plutôt la lecture que je fais. C'est pas prudence que le Zenda est fermé, et puis pour les réalités qu'on connaît, un lycée qui a été saccagé. D'accord. Alors, juge Bouma, c'est vrai, Geoffroy l'a dit, il y a cette décision-là, mais il y a aussi des zones d'ombre et puis des interrogations qui subsistent. Que vont devenir justement les élèves en classe d'examen qui sont au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré? La décision ne donne pas assez de précision là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une inquiétude aussi à soulever? Tout à fait fondée. Effectivement, elle ne donne pas de précision. J'ai fait circuler une note qui précise les lieux de composition des épreuves du sport en ce qui concerne les examens. Donc ceux qui étaient aux Zenda et tout, donc il y a de nouveaux centres d'examen pour leur sport. Donc ça j'ai vu ça. Maintenant, par rapport à la suite, pour les élèves en classe d'examen, là, c'est un blackout, il n'y a pas d'information là-dessus. Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'ils prendront cours sur d'autres sites? Cette question n'a pas encore été répondue, ou du moins elle n'est pas rendue publique, parce que je pense pour un État responsable, on ne saurait aussi abandonner ces élèves-là qui sont en classe d'examen, mais qui demandent une chose, pouvoir composer leurs examens et dans de bonnes conditions. Même si les violences se sont produites aux Zenda, dans toute grève, quelle que soit la raison, vous allez trouver des gens qui vont toujours dire « ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas observer la grève ». Que ce soit parmi les travailleurs ou que ce soit parmi les élèves, il y en a toujours qui vont se démarquer, quelle que soit la raison. Elle est noble, il dit ou elle dit c'est bien, c'est une bonne raison, mais sincèrement, moi je n'y vais pas. Parce que c'est après tout une question de liberté. Donc il n'est pas aussi évident que tous les élèves du Zenda partagent la même lutte. C'est pas aussi évident. En revanche, il y en a aussi qui sont en classe d'examen, qui sont conscients des enjeux de cette situation pour leur cursus scolaire, mais qui dit je ne vais pas abandonner la lutte tant que nous n'obtiendrons pas gain de cause. Pas parce que ils sont en examen ou pas, c'est un choix. Donc on a vu ces questions-là lors des différentes crises au niveau du Burkina Faso. Par moments, certains ont même refusé de composer pour répondre à des mots d'ordre pendant l'affaire Norbert Zongo et tout. Il y en a qui ont refusé de composer le baccalauréat pour répondre à des mots d'ordre qui avaient été lancés par certaines organisations. Donc il y en a qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi. J'ai dit, il y a aussi également un choix. Donc maintenant, que la personne fasse le choix de faire la lutte ou pas, les conditions pour poursuivre les cours en classe d'examen devraient être créées pour ces élèves-là. Maintenant, si parmi les meneurs, ceux qui ont mené la violence répressive, il y en a qui doivent répondre de leurs actes devant la justice, ça c'est un autre registre. Voilà. Donc parce que j'ai dit, bon, l'État aussi, en attendant certainement c'est des mesures conservatoires, en attendant de situer purement et simplement les responsabilités. Parce que ces choses-là ont commencé petit à petit. Et à chaque fois,
c'est un simulacre de dialogue qui a été initié. Ce sont des propos parfois à la limite incompréhensibles qui ont été servis. La main de la fermeté, on ne l'a pas vue. Donc, des mains pliées, des drapeaux déchirés, des professeurs violentés, des engins calcinés, et puis ça continue. C'est de dire, vous avez le droit de revendiquer, mais il faut le faire ça dans la manière. Mais en attendant, vous assumez les conséquences pour n'avoir pas fait dans la manière. Ces choses-là, on ne les a pas vues. Ensuite, les choses ont continué. Quand cette crise a commencé, on a eu déjà un décès à Kongoussi. Ça devait sonner, je dis bien, l'alerte. Et beaucoup se sont moins indignés de ce décès-là. Au lieu d'encourager les jeunes à pouvoir déposer, à pouvoir entretenir leurs revendications sous certaines conditions, il y en a qui ont fermé les yeux. Quand l'ambulance a été caillassée, certains sont allés même jusqu'à demander est-ce que c'est sûr qu'il y avait un patient dans l'ambulance. Au moment où d'autres disaient que c'est sûr que l'ambulance a tenté un passage en force. J'ai dit, mais une ambulance, vous dites que l'ambulance aurait tenté un passage en force, ça veut dire quoi? Une ambulance. Bon, peut-être certains n'ont jamais été dans une ambulance, soit pour eux-mêmes ou bien pour accompagner quelqu'un. Là aussi, l'indignation, il y a une certaine indignation qui est allée dans le sens qu'il faut laisser les enfants manifestent. Non. Il y a une limite qui est franchie, et c'est avoir le courage de dire aux enfants, cette limite est franchie. Mais certains se sont imposés soit un silence coupable, complice, ou bien de ne rien dire, parce que si vous dites que c'est une ligne qui est franchie, en même temps, vous désistez parce que vous-même vous soutenez la lutte. Donc on a continué. Et aujourd'hui, on a combien? 2 décès pour cette affaire-là, avec des blessés. Et certains qui sont déférés à la Mako. Pour quelque chose dont on aurait pu faire, on aurait pu en faire l'économie. Un gouvernement qui sort des informations, j'ai dit, mais qui arrive tardivement. Parce que la rumeur a envahi tout Ouagadougou. Et ce sont les récentes sorties maintenant qui font croire que, en réalité, ce n'était pas la réforme d'un ministre initiée par lui-même d'un coup de tête, mais le fruit d'un travail de personnalités qui sont dans la science de l'évaluation selon ces termes. Et donc aucune précision n'avait été donnée et que 2021 même, ça ne va même pas ça, c'est pas le MENA qui va l'organiser. Mais tout ce branle-bas là, autour d'informations suffisantes, où on a laissé, j'ai dit bien, dame rumeur prendre le dessus. Mais ce n'est pas aussi faux de n'avoir pas essayé. Hier, le président de l'association des parents d'élèves le disait. Mais il dit quoi? 4 heures d'horloge, plus de 4 heures d'horloge d'ailleurs, de 15h30 à 19h40, pour échanger avec les élèves qui disent avoir compris et qui devaient communiquer même la liste des blessés pour que les APE contribuent pour la prise en charge. Une liste qui jusqu'à présent n'est pas venue. Il dit la liste n'est pas venue. La liste n'est pas venue. Le lendemain, ils ont continué. À la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez continué, parce que hier, vous nous avez rassuré. Le message a été, on a été débordé. C'est ce débordement qui continue. Donc, à un moment donné, il y a un problème de contrôle. Mais la conséquence principale, c'est une crise de confiance. En dehors d'un Burkina difficile, je dis bien, à réformer. Le Burkina est très difficile à réformer. Parce qu'on repart pratiquement à plus de 30 ans en arrière. Avec la tentative de Thomas Sankara qui avait échoué dans le domaine de l'éducation, on a continué de faire la même chose. On s'est pourchassé pour le LMD, mais qui malheureusement continue. On a perdu du temps, de l'énergie, de l'argent, et beaucoup de sueur pour que le système soit maintenu. Alors qu'on aurait pu faire cette économie et mettre le combat ailleurs. Mais en son temps, on avait dit, il n'est pas question, ça ne va. Il y en a qui ont même dit, ça ne va pas se faire. Aujourd'hui, les grèves nées certaines grèves nées de LMD ont entraîné le chevauchement des années académiques. Mais finalement, le LMD est là. Est-ce qu'on ne risque pas de faire la même chose dans cette crise-là? Quand le ministre dit 2025 d'ailleurs, c'est une date limite au niveau de l'UEMOA. Que nous voulions ou pas, on va y aller.
est-ce que la meilleure façon de faire, ce n'est pas de voir quelle réforme substantielle on cherche, plutôt que de dire que c'est pas question. Alors que si on ne le fait pas dans quelques années, nous allons faire nos diplômes dans le même système, dans la même façon de faire, et on va aller dans une université de la sous-région ou ailleurs, et c'est pas compétitif, c'est pas reconnu, parce qu'on n'a pas accepté les critères de convergence de l'espace UEMOA. On fait quoi? Donc, il y a un débat à poser de façon calme, sans passion et sans a priori, pour se dire la vérité et puis effectivement y aller. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas l'emmener aux assises, parce qu'avec ou sans les assises, c'est une réforme qui s'impose même au Burkina. Qu'on attende les assises ou qu'on n'attende pas les assises, ça ne changera rien. Mais bon, en face, vous avez des interlocuteurs, vous avez des gouverneurs qui rencontrent des élèves, qui finissent, qui parlent et qui sortent, qui disent on a compris, mais ça ne nous rassure pas. C'est ça que j'ai dit. Le vrai problème, c'est un problème. Il y a deux problèmes. Deux problèmes principaux. Le problème de confiance et une façon de lutter au Burkina. Et on a tellement peur des changements que même les petites réformes, on ne veut pas les accepter. Parce qu'on ne sait pas ce que. C'est comme ça, moi, je prends les choses. Deux choses. Une opinion qui a toujours sa ligne de conduite et une autre qui n'a pas confiance. Donc, maintenant, bon, comment un pays peut avancer sans réforme? Moi, ce n'est pas la réforme, la méthode. Est-ce que la méthode est bien? Est-ce qu'on a eu le temps de regarder le contenu pour voir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que les inquiétudes qui ont été soulevées sont réglées ou pas? C'est la question. Mais j'ai l'impression que ça, beaucoup d'acteurs l'entendent moins. Donc, nous sommes toujours dans cette même situation-là. D'accord. Alors, malheureusement, dans cette crise-là, on a enregistré des décès. Vous parlez tantôt de 2 élèves qui ont perdu la vie. Il y a aussi des cas de blessés. Est-ce que sur ce chapitre-là aussi, il ne faut pas faire diligence pour élucider ces cas-là, pour ne pas allonger la longue liste de dates qui souvent est utilisée justement pour remettre les enfants dans la rue? Est-ce qu'il n'y a pas de diligence à faire pour justement élucider et sinon vider ces dossiers-là? Je voulais bien comprendre, c'est-à-dire ceux qui sont poursuivis, ceux qui ont décès et même les blessés qu'on a enregistrés, que la justice puisse s'atteler pour qu'on puisse avoir, je dirais, les circonstances et aussi situer les responsabilités. Non, je crois que la justice, elle fait son travail. Il y a des éléments qui ont été posés comme actes. Et s'il y a eu mort d'homme, il y a eu des blessés et tout, il faut savoir qui sont les responsables. Et puis, lorsque les responsabilités seront fixées et que ou bien ceux qui ont posé ces actes-là seront identifiés, eh bien, les mesures qui s'imposent, en tout cas, la justice va suivre son cours. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que n'oublions pas que ce qui s'est passé est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Vous voyez, quand vous prenez le cas du Zenda, avec une dame qui se retrouve dans une pièce, appelant à l'aide pour qu'on vienne la secourir parce qu'elle craint pour sa vie. C'est pas qu'au Zenda seulement que cela s'est passé. Est-ce que cela, c'est des actes d'élèves? Si ce sont des actes d'élèves, des actes non maîtrisés ou bien débordements, il faut que des responsabilités soient situées. Maintenant, si ce n'est pas des élèves, comme on nous le dit, qui sont retrouvés dans ces mouvements-là, qu'est-ce sont allés y chercher et qui les a amenés? Il faut que les responsabilités soient fixées, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sache. C'est comme ça aussi qu'on crève l'abcès pour ne pas que ça se répète. Et ça, c'est très important, il faut donner la leçon. Ici, je ne parle pas je ne parle pas d'actes punitifs outre mesure qui est la seule volonté de faire tache d'huile, ne serait-ce que pour marquer, pour ne pas que certains esprits à un moment donné se disent qu'il faille revendiquer encore ou pas. Non, c'est pas de ça que je parle. J'ai dit, il y a des actes qui ont été posés qui sont graves et au regard de la gravité, il faut fixer les responsabilités. Et puis ceux qui sont responsables vont payer pour ça. Ça, c'est comme ça qu'on tire les leçons et qu'on avance. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où, pour revenir sur la question Zenda, la fin des cours, c'est quand? C'est le 17 juin. C'est dans 3 semaines. Quand on écoute le porte-parole du gouvernement, il dit qu'il faut d'abord évaluer les dégâts et puis le cas des élèves en cas d'examen. Mais il y a du matériel qui a été détruit. Il faut bien retrouver les notes, il faut retrouver un certain nombre d'éléments. Je ne maîtrise pas l'ampleur des dégâts, mais nous avons juste pu voir et constater à travers les images que nous avons pu, qui nous ont été donc partagées. Donc,
Je me dis, ça, c'est normal. Maintenant, après, je suis aussi, j'ai cette pensée-là à l'endroit de ces élèves aussi qui n'ont rien à voir avec ça, qui, voilà, eux aussi, studieux, attendaient que les dates là soient fixées et qu'ils aillent composer. Là, c'est tout le monde qu'on met aussi quelque part dans le même panier. Mais est-ce que c'est difficile ici de séparer le bon grain du livret? On est dans une situation qui est vraiment très complexe. Comment sauver la situation Zenda? Comment est-ce que le cas sera traité? Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Surtout qu'on est à quelques semaines des examens. Ça veut dire que pour les élèves du Zenda, ça c'est déjà quelque chose de clair. La question de terminer le programme, ça sera difficile. Et même le contexte, si d'aventure vous êtes repêché que vous puissiez aller composer, vous n'allez pas dans les mêmes conditions que les autres. Vous allez marquer ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, certains diront, mais c'est à qui la faute? C'est la faute aux dissensions qu'on a aujourd'hui. Et je crois aussi que Bernard disait quelque chose de très important. Quelquefois, on ne se pose pas les bonnes questions. On a parlé du système LMD. On a combattu une dynamique qui n'est même pas celle seulement du Burkina, vers laquelle tous les pays étaient contraints d'y aller. Sinon, vous faites vous fonctionnez pas en vase commun, vous ne fonctionnez pas en autarcie. À un moment donné, il faut s'ouvrir. Il y a des vases communicants, il y a des éléments dont vous convenez dans un même espace, et même un peu plus largement, parce qu'on ne fait pas son bac seulement pour rester au Burkina. On ne fait pas il faut continuer ailleurs, et puis même quelquefois revenir avec une expertise. Donc pour ça, il faudrait que vos cursus, vos diplômes soient reconnus. Ils respectent un certain nombre d'éléments sur lesquels on s'est accordé. Je pense que quelquefois, on fait l'erreur de combattre des dynamiques qui sont vers lesquelles on va de façon forcée, des marches forcées, au lieu de poser les conditions et se battre pour les conditions qu'il faille avoir imposées ici et maintenant pour qu'on puisse aller de la meilleure des façons. Et quelquefois, on se retrouve avec donc ces modèles-là qui sont appliqués sans que les conditions au départ n'aient été imposées. Mais ça, c'est du fait de qui? C'est d'abord aussi les décideurs. On est dans un espace commun, on sait qu'il y a ceci ou cela qui arrive. On commence en amont à dire voilà ce qu'il faut faire, on commence à mettre les balises. Dès l'MD aujourd'hui, quand on regarde dans nos universités, ça n'a rien à voir avec ce qu'est le modèle européen ou bien ce que les gens ont ailleurs. Où l'étudiant a toutes les commodités et tous les moyens pour pouvoir, outre les cours magistraux qui sont donnés, continuer de chercher. Et continuer de comprendre à travers des bibliothèques numériques, à travers un accès à Internet, à travers même la possession d'un ordinateur qui est le minimum et tout ça. Mais ici, on n'est pas dans ce registre, mais on applique le système. Mais avec nos réalités et notre contexte qui n'est pas arrimé à cela, parce qu'on n'y a pas travaillé. Et parce qu'on a perdu le temps aussi à faire des petites guéguerres. Aujourd'hui, on est dans la question du bac. On risque d'être dans le même schéma. C'est vrai que peut-être que l'autorité aujourd'hui a voulu commencer tôt, parce qu'on parle de 2025 en termes d'échéance. Maintenant, je crois que vers une marche qui, pour moi, s'impose à tout le monde, il faut se poser la question, c'est comment est-ce qu'on y va? C'est pas, on n'est pas d'accord, c'est comment est-ce qu'on y va pour que ça puisse marcher pour tout le monde. Ou bien qu'on va faire notre bac pour rester au Burkina. Ou bien qu'on va faire notre BEPC pour rester au Burkina, pour ne pas qu'on puisse aller ailleurs, faire ceci ou faire cela. Si c'est ce qu'on veut aussi, bon, il faut qu'on le dise. Mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus partagée aujourd'hui. Mais là, c'est comment est-ce que ça réussisse pour tout le monde. Je pense que c'est comme ça qu'on doit plutôt mener le débat. Maintenant aussi, il y a aussi des autorités qui doivent avoir une oreille attentive. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde est arc-bouté. On ne reçoit pas celui-ci. Nous, on ne veut rien entendre de l'autre. Et puis, on a aussi la sortie, vous avez entendu, du parti au pouvoir, qui a dit clairement, il y a une instrumentalisation, le président lui aussi l'a dit, ils ont peut-être des éléments qui le corroborent, mais on est dans cette situation de suspicion-là aujourd'hui, où le problème, il est presque déplacé. C'est-à-dire, ça devient une question on dirait une guerre d'ego, alors qu'il y a une question de fond qui attend. C'est comment on réforme notre système, pas seulement pour qu'on ait que des diplômés, non, mais il y a des problèmes qui sont plus cruciaux que cela. Quand à un moment donné on écoutait d'ailleurs le ministre Ouaro,
sur les assises et les raisons de l'assise, vous comprenez que c'est profond. Il dit lui-même, on a hérité un système de la colonisation qu'on ne s'est pas approprié et sur lesquels on n'a pas travaillé pour qu'ils soient arrimés à nos réalités. Ça, tout le monde convient de cela, que ce soit les syndicats, que ce soit même le corps professionnel et même aussi les autorités qui le disent. Donc, il y a une réalité, c'est qu'il faut repenser comment on forme nos enfants. Mais je pense aussi que les grèves qu'on a, pas que, mais surtout la façon dont on exprime son mécontentement ou la façon dont on n'est pas d'accord, c'est en train de nous montrer qu'on a mal éduqué. Que ce soit les parents ou que ce soit l'école. Et que même ce qu'on pense être l'expression de nos positions, quelquefois, on extrapole les choses. Même le monde syndical, quelquefois aussi, lui, il a quelque chose à se reprocher. D'accord. Donc, je veux dire que là, ici, il y a à recentrer les intérêts. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un secteur éducatif qui soit plus performant. C'est des élèves qui, lorsqu'ils ont des diplômes, puissent aller ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir un élève ou un étudiant qui, lorsqu'il sort, transpire le niveau qu'on lui reconnaît à travers le parchemin qu'on lui a demandé, qu'on lui a donné. Je crois que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on déplace le débat pour aller sur des guerres d'ego où je ne bouge pas, non, je ne suis pas d'accord, moi c'est ceci, moi c'est cela. Ce n'est pas ça le plus important. 2025 nous attend, qu'est-ce qu'on fera? D'accord. Merci, messieurs les juges. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. À l'entente de l'émission, je le disais, le président de la transition et son premier ministre au Mali ont été arrêtés et conduits au camp militaire de Kati. Pour ceux qui le savent, c'est le fief de la junte militaire du côté du Mali. C'était dans la soirée du 24 mai. Alors la pomme de discorde serait le remaniement ministériel qui a été fait sur place. Déjà, juge Bougman, avec ce qu'on a comme élément, est-ce qu'on peut parler déjà de coup d'État au Mali? Mais deuxième coup d'État, ou vous voulez parler de ce qui se passe? Ce qui se passe, parce que parler de coup d'État. Parce qu'on a eu un premier coup d'État qu'on a baptisé démission assistée avec Ibeka. Avec Ibeka. Donc on va vers un deuxième putsch qui ne dit pas son nom. Parce que dès lors que le chef de l'État et son PM ont été amenés, c'est un remake de Burkina en 2015. Maintenant, comment est-ce que ça va se terminer? On attend de voir s'ils vont être reconduits, avec quelles conditions, ou s'ils ne seront pas reconduits. Donc, pour le moment, ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de bruit autour de cette affaire. En tout cas, ils ont été amenés à Kati. Ce qu'on sait, c'est que leurs gardes ont été priés de rejoindre la capitale, et puis ils y sont. Donc, à côté, il y a un vice-président, Goïta, que pour le moment on n'a pas encore entendu, et qui se cache derrière avec un silence, je dis bien assourdissant, alors qu'au Burkina c'était différent. Dès lors que ça a été acté, il y en a qui ont. Les organisations de la société civile se sont mises en branle. Le président du CNT s'est autoproclamé président par intérim et a commencé à appeler à de la résistance, mais au Mali le mode opératoire il est différent. Donc coup d'État, je ne sais pas, parce que comme ce n'est pas encore fini, mais ça y ressemble quand même. Parce que actuellement, qui est président du Mali? C'est la grosse question. Actuellement, depuis hier, qui est le président de la République malienne? Parce que le vice-président, il s'est automatiquement remis en selle, réclamé la libération de ceux qui ont été mis aux arrêts et commencé à installer l'appareil de l'État comme il se doit, en attendant que le président revienne pour être mis en selle. Non. Donc, aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est vacant au Mali, de mon point de vue. Parce qu'il n'est pas exercé. Il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de chef de l'État. Donc, c'est un fauteuil présidentiel, pour le moment, qui est vacant au Mali. La suite, on pourra mieux comprendre par rapport à ce qui se passe. D'accord. Alors, un remaniement ministériel qui est contesté par les militaires, qui ne comptent pas jouer le second rôle. Alors, si les choses sont confirmées, quelles peuvent être les implications d'un coup de force? Un deuxième coup de force, comme Bernard l'a dit.
Non, on est déjà dans une situation qui est compliquée et je crois que ce deuxième, s'il y en a en tout cas, ça va complexifier davantage la situation malienne. Maintenant, c'est toute la honte qu'on met sur un pays, c'est bien cela, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Des militaires dont la vocation première serait de combattre pour l'intégrité territoriale de ce pays-là, pour la stabilité, pour le calme, pour la paix des Maliens, est en train d'être cette armée-là qui est en train de s'aimer la zizanie. Avec un camp ville militaire devenu vraiment tristement célèbre, Kati, où tout se décide, où lorsqu'on n'est pas content d'un président, on va le choper, on l'y amène, et puis après, c'est fini. C'est l'impression qu'on est en train d'avoir. Et ça, je crois que c'est dangereux. Déjà, pour ceux qui ont souvenance, pour ce qui est du cas du président Ibeka en son temps, c'est qu'il a été affaibli par une société civile, par une opposition. Qu'est-ce que la junte est venue faire? Elle est juste venue achever le règne de quelqu'un qui était déjà mis à terre et se l'approprier. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, dans ce contexte-là, depuis, on a des militaires qui n'ont pas voulu du civil dans la gestion de l'État, qui a été contraint, et aujourd'hui est en train de nous démontrer encore une fois que c'est eux qui décident. Quand vous regardez, de ce qui revient en tout cas, c'est Goïta, et puis l'autre colonel, ancien ministre de la Défense, donc de celui qui a été débarqué récemment, je vais retrouver son nom. Selon certaines informations, c'est eux qui mèneraient donc ce qui est en train de se passer. Et puis quand vous regardez, voilà, le colonel Sadio Camara, et quand vous regardez le nouveau ministre de la Défense qui a été nommé, lui, le premier ministre et le président, ils sont tous à Kati, ils ont été amenés. Donc vous comprenez ce que cela sous-entend. Et puis le gouvernement l'a eu après combien de jours? Ça a pris 10 jours quand même pour pouvoir le constituer. Ça veut dire qu'il y a eu des tractations qui étaient fortes. Ils ont tenté d'arrondir les angles, ça n'a pas été simple. Mais apparemment, malgré cela, c'est pas passé. Et sûrement que le dernier assentiment, celui qui devrait compter le plus, il a été outrepassé, et donc il est en train de s'exprimer ici en termes de désaveu et en termes de contestation. Mais c'est pas joli ce qui est en train d'être donné à voir pour le Mali. Vous posez la question de savoir est-ce que c'est un coup d'État. C'est vrai qu'on pourrait dire que tant que le président demeure président, donc il n'y a pas de coup d'État, mais dans le fond, qu'est-ce que vous valez lorsque vous ne pouvez plus décider? Si c'est quelqu'un d'autre, fut-il vice-président, qui décide à votre place, désormais, c'est un coup d'État. Parce que vous ne serez rien d'autre qu'une marionnette. À quoi ça sert encore? Et vous verrez un peu comment est-ce que cela s'est fait dans un irrespect total. On prend le Premier ministre, puisqu'il y a ils ont un mitoyen avec le président, on va chez le président, on le chope. Et on prend aussi le ministre de la Défense, fraîchement nommé. Et puis bon, tout le monde va à Kati, on va régler l'affaire là-bas. Mais le peuple malien dans tout ça, lui, il compte pourquoi? Pour ces militaires, ce peuple malien, il compte pourquoi? Pour du beurre? C'est l'impression qu'on est en train d'avoir. Et c'est tout le discrédit, je dis encore, qu'on jette sur une population qui est déjà meurtrie par un terrorisme qui ne dit pas son nom, dont l'emprise sur les populations est plus que grande. Mais au lieu d'aller montrer leur forceps et montrer leur force là-bas où ils sont attendus, non, ils préfèrent faire les guéguerres là, très loin, à côté de la capitale, à discuter un fauteuil et des positions. C'est ça la réalité souvent de nos armées. C'est ça la réalité souvent de nos armées. Et ça, c'est triste à voir. D'accord. Alors, depuis hier, pas de réaction officielle de la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez un peu ce silence-là de cette même communauté qui s'était mobilisée pour accompagner le Mali vers une sortie de crise? Elle est dans l'inconfort. Elle est dans l'inconfort parce qu'elle avait adoubé le tout premier coup d'État qu'elle a baptisé démission assistée. Donc aujourd'hui, vous allez venir dire quoi? Donc c'est cette compromission de la communauté internationale qui est en train de la rattraper. Donc elle est dans l'inconfort actuellement. Donc entre des militaires maliens qui ont hérité d'un pays en lutte contre le terrorisme et qui se disputent pour des postes politiques, véritablement ça pose problème. Un nouveau ministre de la Défense générale, un nouveau ministre de la Sécurité générale,
que le colonel dise qu'ils ne sont pas d'accord. Bon. Donc tout porte à croire que c'est leur remplacement au poste qui pose problème. Bon, c'est l'impression que ça donne, parce que c'est juste après le remaniement où les postes de la défense et de la sécurité ont changé de titulaire, l'économie et finance pareillement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fâche? Si tant est que c'était pour réorienter, recadrer, poser les jalons d'une vraie démocratie malienne, est-ce qu'on a à se faire de la bagarre pour les postes? De mon point de vue, non. Et qu'est-ce qu'il reproche au nouveau, à telle enseigne que... Voilà. Donc, vous avez des civils, pardon, un président et un premier ministre pour du faire valoir, qui doivent servir de faire valoir. Et qui doivent être la caisse à résonance des militaires. Donc, je pense que c'est un cas déplorable, nous sommes dans une telle situation. Et la question fondamentale maintenant, c'est que dit le peuple malien, que disent les Maliens, qui avaient été soutenus dans cette affaire contre Ibeka. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui boit son petit lait tranquillement dans son coin, c'est Ibeka. Ah ben oui, monsieur. Vous avez dit que moi je gère mal, vous êtes venu pour mieux faire, mais en même temps vous vous battez pour des postes. Et puis bon, j'ai dit c'est Ibeka qui doit être tranquillement en train de boire son petit lait et qui attend. Mais cette communauté internationale, en tout cas jusqu'à présent, elle n'a pas réagi de façon officielle. Peut-être que certainement dans les coulisses, les connexions, chacun va appeler ces éléments à Bamako. Mais on attend la suite au niveau de la communauté internationale. Mais je dis bien, en son temps, j'avais dit il appartenait aux Maliens de définir par eux-mêmes leur transition. Face à cette situation, il appartient encore aux Maliens de s'assumer. Personne d'autre ne pourra venir faire ça à leur place. Ça va être un coup de main, mais ça ne va pas être le coup de grâce. Parce que le coup de grâce pour les peuples, c'est eux-mêmes qui déterminent cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire. Au niveau du Burkina, en son temps, la CEDEAO est arrivée dans un contexte très compliqué. Il y avait des jeunes qui n'étaient pas du tout d'accord. Une communauté internationale, une partie aussi de cette communauté internationale qui avait dit non. Mais au Mali, jusqu'à présent, elle n'a rien dit. Alors qu'aux premières heures, au Burkina, ça n'a pas tardé. L'Union africaine a qualifié ceux qui opéraient le coup d'État au Burkina des terroristes dès les premières heures. Je me rappelle de la sortie d'Ismaël Chargui qui était sorti, qui n'a pas traîné, qui a qualifié de terroriste. Au moins, il y a une ligne de conduite et elle n'a même pas attendu la CEDEAO. Dès les premières heures, l'Union africaine n'a pas attendu les premières heures, la CEDEAO, comme il était de coutume. Elle est allée directement. Donc là, au moins, il y a un début. Voilà. Et après, la CEDEAO est venue. Et à la question de savoir, au niveau de la CEDEAO, si les uns et les autres arrivent à s'accommoder sur quoi que ce soit, l'appellation terroriste, est-ce que ça change? Mais Chargui est resté sur la même posture. Quelle que soit l'issue, c'est des terroristes et l'Union africaine ne changera pas sa position. Jusqu'à présent, au Mali qui a réagi. Personne n'a réagi. Parce que le contexte, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins différents. Mais bon, il y a un Mali aussi qui doit aller de l'avant, quoi. Donc, pourquoi elle est silencieuse de cette communauté internationale? C'est elle seule qui sait. D'accord. Alors, on connaît la situation sécuritaire du Mali, un pays, en tout cas, qui fait aujourd'hui face à un terrorisme. Est-ce qu'avec ce coup de force-là, s'il est confirmé, ce n'est pas un bal que les militaires se tirent eux-mêmes dans leurs pieds? Vous employez le mot coup de force. C'est vrai que Bédard disait que on n'a pas entendu la communauté internationale, mais vous prenez la MINUSMA, la représentation de l'ONU au Mali, a qualifié d'ailleurs cet acte-là de coup de force et l'a condamné. Vous prenez le cas de la CEDEAO, c'est pareil. Le cas de l'Union africaine, c'est aussi pareil. Maintenant, on peut discuter de ce que valent ces condamnations-là, ça c'est un autre débat. Et même aussi, je crois que des anciens ministres et que certaines personnalités maliennes aussi ont eu à condamner ce qui est en train de se passer actuellement, parce que tout le monde aussi cherche aussi à comprendre. Voilà, tout le monde cherche à comprendre, mais je dis encore que c'est vrai ce que vous dites, c'est quoi qu'on dit, ce qui avait été mis sur place, qui officiellement est dissous, mais quand on regarde le fond, a toujours demeuré avec Goïta et ses camarades qui continuent de gérer la destinée du Mali en sous-main. Ça c'est une réalité. Ces personnes-là sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce que ce qui est en train d'être donné, c'est que ce conseil n'a jamais été dissous dans les faits, et que au fond, il continue de tirer les ficelles. Et regardez comment les choses sont faites.
Comment est-ce que dans un pays on peut se permettre de venir prendre le Premier ministre parce qu'on n'est pas d'accord, prendre le président parce qu'on n'est pas d'accord, prendre le nouvellement élu, le nouvellement nommé qui a pris le poste de quelqu'un d'autre qu'on n'est pas d'accord, et on les prend, on les emmène tous quelque part à Kati, dans un cas où on dit on va discuter, on va arrondir les angles. Donc qui décide? Je pense que ça tombe pour moi sous la logique. Il n'y a pas à chercher ailleurs. C'est donc toujours eux qui décident. Donc tant que ça va continuer comme ça sera un véritable problème. Ok, acceptons les choses et disons-nous tout net, ils arrivent à se comprendre, ils ressortent de là-bas, même si ceux qui ont été fraîchement nommés demeurent à leur position et tout. Est-ce que l'acte qui est posé, ça va rester sans sanction? Et puis c'est le vice-président, selon certaines indiscrétions, et l'ancien ministre de la Défense qui a organisé ces choses-là. Ça reste sans sanction. Et puis quelle sanction on peut prendre à l'encontre de ces militaires? Et puis qui va faire? Parce qu'une sanction, ça s'applique. Qui fait appliquer ça? Parce que les plus forts du moment, c'est eux. C'est ça le danger d'avoir tous les gradés et les hommes de la stratégie, ceux qui pensent votre offre stratégique là, dans le couloir de la présidence. Vous avez, bon, c'est vrai que dans ces derniers temps, parler de couloir de la présidence, ça ramène à autre chose, mais je dis, la clim qu'il y a là-bas, là, après quand c'est fini, vous n'avez pas trop envie de la chaleur du dehors. Tout le monde veut le fauteuil à un moment donné, et ça devient ça. On ne parle plus de la crise issue de l'insécurité avec le terrorisme à laquelle il faut apporter une réponse. On ne parle plus de ça, ça c'est fini. Les Maliens qui indexaient le président pour n'être pas celui qui prend les bonnes décisions afin de bouter les terroristes hors du Mali, ça c'est fini. Maintenant c'est eux qui sont là, c'est eux qui gèrent les choses. Mais ils ne sont même pas capables de pouvoir faire mieux que celui contre qui ils ont combattu, parce que pour eux ils ne prenaient pas les bonnes décisions. C'est la réalité quelquefois de nos armées, c'est la réalité dans laquelle nous restons à la fin. Mais je dis, ce qui fait mal, c'est que c'est un pays sur lequel on jette du discrédit. Et puis c'est une population qui n'a même pas droit au chapitre. C'est-à-dire que sur ce qui est en train de se passer, vous vous amusez, vous êtes foutus. Les Maliens se réveillent et puis ils sont là, ils regardent. On fait ça pour qui? C'est une bagarre des chiffonniers pour des fauteuils, pour des pouvoirs, pour des postes, Et le Malien, lui, il est là, il regarde. Si c'est ça un pays, si c'est ça un État, c'est pas la peine. Et ça, il faudrait que ce soit Goïta et ses camarades, ils aient raison de garder. Parce que c'est pas la raison du plus fort là qui fait tout. Parce que vous pouvez être fort un temps, mais vous ne pouvez pas être fort tout le temps. Quand il a vu des gens comme Sanogo derrière le box des accusés, il devrait comprendre. Aujourd'hui roi, demain autre chose. Et ça, il faudrait qu'ils le comprennent. Mais tant qu'on aura nos républiques qui fonctionnent comme ça, on aura beau demander le respect, ça aura du mal à venir. Merci, monsieur les juges, sur la lecture sur la situation au Mali. On l'a dit, la situation est jusqu'à présent tendue et confuse. Une actualité que nous allons suivre de très près avec notre correspondant sur place, Brahima Soulou, et que nous allons certainement partager avec vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV Watt FM. En tout cas, c'est ici que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Merci, monsieur les juges. Merci également à vous pour votre fidélité aux médias leaders Truth TV Watt FM. À demain pour d'autres convocations.